Martín Sánchez, 10 ans, a été entouré de luxe et de richesse dès son plus jeune âge. Ses parents, hommes d'affaires influents, ont tout fait pour que leur fille adorée ait tout ce dont elle avait besoin. Peu de ses camarades pouvaient se vanter d'avoir un chauffeur personnel ou une nounou qui s'occupait d'eux pendant que leurs parents étaient au travail. Malgré tout, Monsieur et Madame Sánchez ont essayé d'élever leur fille de la bonne façon et de ne pas céder à tous ses caprices. Les parents voulaient que Martín grandisse en comprenant qu'elle devait travailler pour tout dans sa vie et ne pas compter uniquement sur l'aide de ses parents. C'est pourquoi le couple Sánchez a planifié un grand avenir pour Martín, en lui fournissant tout ce dont elle avait besoin pour réussir. Ils ont ouvert un compte en banque avec une somme rondelette pour elle. Elle était destinée à payer les études de leur fille dans une université prestigieuse. La vie de Martín semblait très calme et prévisible à l'époque. C'était probablement parce que la jeune fille ne pensait pas que sa vie pouvait être différente. Comme pour confirmer ce soupçon, quelque chose s'est produit bientôt qui a complètement changé son attitude à l'égard de la vie. C'était un jour ordinaire où tout se passait comme d'habitude et il n'y avait aucune indication de problème à venir. Ce matin-là, le chauffeur de la famille, Paul, a conduit Monsieur et Madame Sánchez à leur bureau, puis est revenu pour que Martín emmène la jeune fille à l'école. Après cela, le chauffeur s'acquitte de certaines des tâches assignées par le chef de famille, fait faire une vidange à la voiture, puis va chercher Martín à l'école. Ayant à peine le temps de prendre une tasse de café, Paul va chercher Monsieur et Madame Sánchez qui ont fini leur travail, mais ce sont loin d'être toutes les tâches de la journée. Le chauffeur est également censé conduire Martín à toutes ses activités extrascolaires, comme les cours de danse et de musique en langue seconde. Ce soir-là, avant d'emmener Martín à ses cours, Paul doit conduire Monsieur Sánchez à l'aéroport. Il s'agit d'un voyage non planifié, car Monsieur Sánchez doit se rendre à l'autre bout du pays pour régler d'urgence des problèmes dans l'une des succursales de l'entreprise. Par conséquent, lorsque Paul rentre enfin et installe Martín sur le siège arrière pour l'emmener à ses cours, il est littéralement sur le point de s'effondrer de fatigue. La situation est encore aggravée par le fait que le voyage imprévu à l'aéroport a bouleversé le programme et que Paul doit maintenant se dépêcher. Malheureusement, alors que la voiture s'engage dans un virage serré, Paul ne ralentit pas à temps et la voiture dérape sur le côté de la route. Comme la vitesse est élevée, l'homme ne peut pas arrêter la voiture assez vite et elle s'écrase sur un tas de déchets de construction qui subsistent après le démantèlement d'une vieille usine à proximité. Il s'agissait d'un tas informe de briques cassées, entrecoupées de tiges métalliques et de poutres dépassant dans différentes directions. Après l'accident, la voiture a immédiatement été remplie d'une odeur distincte d'essence. Le réservoir de carburant a probablement été endommagé dans l'accident, ce qui a provoqué une fuite. Comme Paul s'était arrêté à la station-service après son voyage à l'aéroport, le réservoir était plein. Le carburant s'est lentement déversé sur le sol, fuyant sous la carrosserie de la voiture mutilée. La situation était clairement dangereuse et imprévisible. Il est difficile de voir d'où est venue l'étincelle, mais elle a allumé l'essence qui s'échappait du réservoir percé. Heureusement, il y avait un arrêt de bus en face de la vieille usine. Comme il n'était pas si tard dans la nuit, il y avait des gens qui attendaient le bus à cet endroit. En fait, ils sont devenus les témoins involontaires du drame qui se déroulait sous leurs yeux. Regardez, le réservoir d'essence est probablement cassé, il va y avoir une explosion, les témoins ont crié ne sachant pas quoi faire dans cette situation. Certains se sont précipités pour aider mais le feu, autour de la voiture, les a fait s'arrêter de peur, leurs genoux tremblants. Non, abandonnez, n'y pensez même pas, la voiture va exploser à tout moment, ont dit les observateurs les plus aguerris, qui ne voulaient pas risquer leur vie. Sachant combien la situation était dangereuse, pendant ce temps, c'était un véritable enfer à l'intérieur de la voiture. Le conducteur était inconscient et la petite Martín frappait ses mains sur la fenêtre pour essayer de sortir. Les gens à l'arrêt de bus crient et hurlent d'horreur, et quelqu'un, se ressaisissant, appelle le 911. Soudain, un homme apparemment ordinaire sort de la foule des spectateurs occasionnels, jette la capuche d'une vieille veste sur sa tête et se dirige vers la voiture en feu. Il est fou, il va mourir, une voix de femme agitait la plaie, mais le jeune homme continuait à marcher avec confiance, comme s'il n'y avait pas de peur dans son âme. Les vêtements de l'étranger étaient minables et mal entretenus et il ressemblait un peu à un sans-abri.
Mais malgré son apparence, l'homme avait un cœur courageux qui battait dans sa poitrine. Après avoir couru jusqu'à la voiture en flammes, l'étranger a attrapé un morceau de tuyau qui se trouvait à proximité, et après avoir ordonné à la fille de se baisser, il a brisé la vitre d'un seul coup. Ensuite, sans perdre de temps, il a atteint la voiture, a attrapé la fille et l'a sortie du véhicule en feu. À ce moment-là, la veste déchirée de l'homme et ses longs cheveux non peignés ont pris feu, mais le courageux sauveteur n'a même pas semblé le remarquer en s'éloignant de la voiture tout en couvrant la fille de son corps. 3 secondes plus tard, le feu a atteint le réservoir de carburant et une puissante explosion s'est produite. La fille et son sauveur ont été projetés sur le côté par la vague de l'explosion. À ce moment-là, un homme a couru vers eux, celui qui avait appelé le 911 une minute plus tard. Il a ramassé la jeune fille et s'est précipité vers l'ambulance qui venait d'arriver. Pendant ce temps, son sauveur a enlevé sa veste brûlée et, après avoir éteint les flammes dans ses cheveux, il est parti d'un pas rapide. Comme toute l'attention était dirigée vers la jeune fille, personne n'a remarqué que l'étranger brûlé avait quitté les lieux. Les médecins ont examiné Martine, et à part quelques écorchures mineures, ils n'ont rien vu qui puisse constituer une menace sérieuse pour sa vie. Cependant, le médecin a décidé d'envoyer la jeune fille à l'hôpital en observation pendant quelques jours, pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de conséquences du choc causé par l'accident. Pendant l'examen initial, la jeune fille n'a cessé de tourner la tête dans toutes les directions en demandant où est l'homme qui m'a sauvé et pourquoi je ne le vois nulle part, mais personne n'écoutait vraiment Martine à ce moment-là, car tout le monde ne s'intéressait qu'à son état de santé. La jeune fille a beaucoup pleuré à l'hôpital et après sa sortie. Elle a beaucoup de peine pour le chauffeur Paul, qui est mort dans l'accident et qu'elle considérait comme un ami proche. Elle ne peut s'empêcher de penser à la personne qui l'a sauvée dans ce terrible accident de voiture. Qui était-il? Comment s'appelait-il? Le mystérieux étranger semblait avoir disparu de la surface de la Terre et personne ne pouvait fournir d'informations à son sujet. Le temps a passé et cet accident a changé la vie de Martine pour toujours. Il a fait naître en elle le plus grand des sentiments et l'a incité à aider d'autres personnes dans le besoin. Martine aimait vraiment ce qu'elle faisait, ce qui se voyait à son visage joyeux et à ses yeux brillants. À l'âge de 25 ans, la jeune femme dynamique était déjà à la tête d'une organisation caritative qu'elle avait elle-même fondée. En plus de ses propres investissements, l'organisation recevait de nombreux dons de personnes qui n'étaient pas indifférentes aux problèmes des autres. L'organisation avait sa propre cafétéria et même son propre centre médical où les personnes en difficulté pouvaient recevoir une aide qualifiée. Un jour, alors qu'elle servait des plats chauds dans la salle à manger, Martine remarqua un homme mince et voûté, dont l'énorme cicatrice de brûlure couvrait la moitié du visage. Il se tenait près de l'entrée et tripotait avec hésitation une balle de baseball cabossée dans ses mains. Se sentant gênée et embarrassée, la jeune femme s'approcha de l'homme et demanda « Excusez-moi, puis-je vous aider ?» L'étranger regarda attentivement Martine, puis dit « Mademoiselle, je serais très reconnaissant pour une assiette de soupe chaude et 2 tranches de pain. Et la cicatrice ne me dérange pas du tout. Je l'ai eue il y a 15 ans quand j'ai sauvé une petite fille d'une voiture en feu. Croyez-moi, je me suis déjà habitué au fait que mon visage et si les Martine ne pouvaient pas contenir ses sentiments. » Touchant l'épaule de l'inconnu, elle lui dit d'une voix tremblante, « C'est moi, je suis cette fille que tu as sauvée il y a 15 ans. Je te cherche depuis si longtemps. Pourquoi as-tu quitté les lieux si vite? » Ce jour-là, l'homme a souri maladroitement en réponse, essuyant une larme qui coulait sur son visage, puis il a raconté son histoire. Il s'avéra que le sauveteur de Martine s'appelait Henri et qu'il avait passé la plus grande partie de sa vie dans la rue. L'homme n'avait jamais connu ses parents et avait grandi dans un orphelinat. En grandissant, M. Henri commença à commettre de petits vols dans les supermarchés, ne volant que de la nourriture. Bien sûr, ce trait de caractère causa au voleur sans-abri de nombreux problèmes avec la loi, c'est pourquoi il fut si rapide à partir après l'accident. Il voulait éviter d'être attrapé par la police. Je ne sais pas comment te remercier mais, s'il te plaît, laisse-moi te donner de l'argent, je peux te donner beaucoup d'argent pour que tu puisses te trouver une maison et tu n'auras plus à vivre dehors, proposa Martine. Mais M. Henri secoua la tête et dit qu'il était déjà habitué à vivre dans la rue et qu'il n'avait pas besoin de son argent. Au lieu de l'argent, la jeune fille a proposé à M. Henri un travail dans son organisation caritative,
qui lui fournirait un abri et de la nourriture chaude, et il serait également payé pour son travail. Le visage de M. Henry s'illumine, et Martine réalise qu'elle a fait mouche avec sa proposition. Après tout, plus que tout au monde, le sans-abri voulait avoir la famille qu'il n'avait jamais eue, et maintenant qu'il aide d'autres pauvres comme lui, M. Henry a l'impression que tous les travailleurs de l'organisation bénévole sont sa grande famille qui prend soin de lui et l'aime beaucoup.